INA Podcast. Salut, c'est Théophile Cossa de l'INA. Bienvenue dans Le Temps de l'Actu, votre podcast pour comprendre le présent. Dans le ciel ukrainien, un avion de chasse russe à basse altitude. Les cris d'un enfant et la terreur d'une famille. Le missile est tombé juste à côté de leur immeuble. Il y a 20 hélicoptères qui viennent de passer. La guerre a commencé en Ukraine, aux portes de l'Europe. C'était il y a quasiment 3 ans. Le 24 février 2022, la Russie de Vladimir Poutine lançait une offensive surprise sur le territoire ukrainien. Le début de la guerre en Ukraine, le conflit le plus meurtrier en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. 3 ans plus tard, quel bilan ? Comment vont les Ukrainiens ? Et quelles issues possibles au conflit ? L'arrivée de Donald Trump au pouvoir rebat-elle les cartes ? Un accord de paix est-il envisageable ? Et à quel prix ? On en parle avec vous. Jean-Vincent Hollande, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de sciences politiques et directeur du centre Thucydide de l'université Panthéon-Assas, le centre spécialisé en relations internationales de l'université. Et bonjour Philomène Remy. Bonjour. Vous êtes grand reporter pour l'émission En Société sur France 5. Vous revenez justement d'Ukraine. Vous étiez où exactement ? Je me trouvais dans la région de Kharkiv. Vous allez nous expliquer ce que vous avez vu tout près du front, le bilan et l'avenir du conflit. On va développer tout ça avec vous dans quelques minutes, Philomène Remy et Jean-Vincent Hollande. Mais d'abord, on commence comme chaque semaine par un récit en archive. Et puis on se retrouve juste après. Le Temps de l'Actu, un podcast de l'INA et de l'université Panthéon-Assas. C'est parti. Qu'est-ce que c'est que ce problème ? Un sujet un petit peu complexe pour le débattre en 2 minutes. Enfin, pardon, on n'est pas à l'université. Enfin, je veux dire, excusez-moi. Et le monsieur, qu'est-ce qu'il en pense ? Yes needs a no to win. Then the no. Réfléchissez bien. Et surtout, faites réfléchir autour de vous. Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. Le Temps de l'Actu. Bientôt 3 ans de guerre. Un conflit sanglant en constante évolution. Impossible d'en faire un résumé exhaustif en 5 minutes. Alors pour nous repérer, je vous propose plutôt d'en lister les grandes étapes. Pour ça, retour d'abord en février 2022, le 24 février très exactement. Il est 4h du matin à Paris, 6h à Moscou. Le président russe Vladimir Poutine prend la parole et déclare la guerre. J'ai pris la décision d'une opération militaire spéciale. Le but est la protection des personnes qui, pendant 8 ans, ont subi les abus et le génocide du régime de Kiev. Pour ce faire, nous viserons la démilitarisation et la dénazification de l'Ukraine. Quiconque essaierait de nous arrêter et de créer davantage de menaces pour notre pays, pour notre peuple, devrait savoir que la réponse de la Russie sera immédiate et entraînera des conséquences telles que vous n'en avez jamais affrontées dans votre histoire. Ce matin-là, les principales villes d'Ukraine se réveillent sous les bombes. Les chars russes, eux, pénètrent dans le pays, au nord et à l'est. Partout sur le territoire, c'est la panique. Comme dans la région de Mariupol, au sud de l'Ukraine, les habitants sont démunis. On est obligé de fuir. Qu'est-ce qui se passe ? Où est-ce que je dois fuir ? Je suis seule à mon bureau. Où est-ce que je dois me cacher ? Dites-moi. Dans la foulée, le président ukrainien Volodymyr Zelensky prend la parole. Il appelle les Ukrainiens à prendre les armes. Quiconque a l'expérience du combat et peut venir rejoindre les forces ukrainiennes doit venir s'enrôler immédiatement. Oui, mais l'armée ukrainienne peut-elle résister face à la deuxième puissance militaire mondiale ? Les doutes sont permis, d'autant que les Russes avancent très vite. Nous avons débarqué des forces aéroportées avec succès. Elles ont rejoint nos unités à l'aéroport que nous contrôlons désormais. Nous bloquons Kiev par l'ouest. Une invasion condamnée unanimement par la communauté internationale. Même la Chine, alliée pourtant historique de la Russie, appelle à la retenue. Rien à faire, l'offensive prend des proportions très inquiétantes. Comme au 9e jour de la guerre, quand la centrale nucléaire de Zaporijia, la plus grande d'Europe, 6 réacteurs nucléaires, est attaquée par l'armée russe. En plein cœur de la nuit ukrainienne, des bombardements et des explosions. La plus grande centrale nucléaire d'Europe vient d'être attaquée. Les tirs des chars russes ont atteint l'installation de Zaporijia, provoquant un incendie. Le porte-parole de la centrale lance un appel d'urgence.
Nous demandons l'arrêt des frappes à l'arme lourde sur la centrale de Zaporizhia. Je répète, arrêtez les frappes à l'arme lourde. Heureusement, la centrale tiendra, mais les combats dans le pays se poursuivent. Mars 2022, cette fois c'est la ville portuaire de Marioupol qui est assiégée. 5 mars, Marioupol est assiégée. Des milliers de bombes russes s'abattent sur cette ville stratégique du sud du pays. La terreur s'installe dans les abris. Un théâtre, une maternité sont bombardés. Pour autant, face à l'invasion, les Ukrainiens s'organisent et se défendent. Par endroits, l'armée russe est même obligée de reculer. C'est le cas dans le nord du pays et dans la région de Kiev. Vladimir Poutine revoit ses plans. Il centralise désormais ses forces dans le sud et l'est de l'Ukraine, dont la région du Donbass. 2 mois plus tard, les Russes occupent et contrôlent tout le sud-est du pays. Le front se fixe alors, grosso modo, entre la ville de Kharkiv, au nord-est, et celle de Kherson, au sud. On fait un saut dans le temps. Nous sommes maintenant en février 2023. Près d'1 an s'est écoulé depuis l'invasion russe. Et ce que tout le monde sait désormais, c'est que le conflit est parti pour durer. Car sur la ligne de front, les soldats ukrainiens tiennent bon. Les émotions n'ont pas leur place ici. C'est la guerre. Bien sûr, la peur est là avant l'adrénaline. Mais à la fin, la seule chose qui importe, c'est de tenir et rester fort. Tenir et rester fort, quel qu'en soit le prix. Et d'ailleurs, quel bilan humain après 1 an de conflit ? Personne ne le sait. C'est le secret le mieux gardé de cette guerre, aussi bien côté russe qu'ukrainien. Selon les services de renseignement occidentaux, 100 000 soldats ukrainiens auraient été tués ou blessés, le double chez les Russes. Quant aux civils ukrainiens, des dizaines de milliers de victimes, selon les estimations. Nous sommes donc en 2023, et l'épicentre de la guerre, c'est maintenant Bakhmout, dans le Donbass. Au printemps, l'armée ukrainienne mène une contre-offensive et avance. Depuis 9 mois, Bakhmout est le théâtre d'une bataille acharnée. Pour les Ukrainiens, c'est un moyen de mobiliser l'ennemi sur un front, l'user, lui infliger de lourdes pertes. Dans ces combats de rue, l'armée qui attaque, russe en l'occurrence, enregistre plus de victimes, même si les 2 camps gardent secret le nombre de morts. L'armée russe et la milice Wagner en première ligne essuient de lourdes pertes. Mais la contre-offensive ne suffit pas, la ville devient champ de ruines et les Russes reprennent l'initiative. Décembre 2023, cela fait presque 2 ans que la guerre a commencé et le peuple ukrainien n'en peut plus. Elles exigent le retour de leurs maris mobilisés depuis de longs mois sur le front. Ces derniers jours, les manifestations de femmes se multiplient un peu partout en Ukraine, comme ici à Kiev. Mon mari essaie de me convaincre que tout va bien, pour me calmer. Mais lui aussi, il a le droit de vivre. À Zaporizhia, ces femmes appellent à la démobilisation avec un slogan « Le temps est venu de faire tourner les soldats sur le front ». La ligne de front s'étend maintenant sur près de 1200 km. Les soldats russes et ukrainiens s'affrontent dans des tranchées. Le conflit est désormais une guerre d'usure. Une guerre d'usure qui pèse sur les soldats ukrainiens. En 2024, malgré leur offensive réussie sur la ville russe de Koursk, les Russes, eux, gagnent 3500 km² en Ukraine et continuent de grappiller du terrain. Alors maintenant, quel avenir pour le pays ? Peut-on espérer une fin prochaine du conflit ? Et qu'est-ce que cela impliquerait ? Doit-on s'attendre à des négociations prochaines ? L'arrivée au pouvoir de Donald Trump peut-elle changer la donne ? Tout ça, on en parle avec vous, Jean-Vincent Hollindre, et vous, Philomène Remy. Déjà, pour commencer, une réaction au récit qu'on vient d'entendre. Il a bien sûr de nombreuses lacunes, impossible, je le disais, de résumer cette guerre en 5 minutes. Il y a des points incontournables que vous souhaiteriez ajouter, Jean-Vincent Hollindre, peut-être ? Une petite correction. Oui. Vous dites que l'attaque russe a été condamnée unanimement par la communauté internationale. Oui. Je dirais pas les choses comme ça. Il y a un certain nombre de pays... Par exemple, un certain nombre de pays d'Afrique proches de la France ou anciennement colonisés qui ont un point de vue plus mesuré sur le conflit. En fait, ce qui est frappant, c'est que justement, ce conflit n'a pas été unanimement condamné. C'est important de le dire parce qu'en fait, on a le sentiment depuis la France ou depuis les pays occidentaux qu'il y a une condamnation unanime de l'attitude de la Russie. Et en fait, depuis le départ, les choses sont plus compliquées.
C'est-à-dire que, en fait, cette guerre en Ukraine fait fond dans un climat qu'on appelle la désoccidentalisation, dont l'élection de Donald Trump est un peu le symptôme, c'est-à-dire d'une crise profonde des puissances occidentales et en particulier du modèle démocratique. Et on va y revenir sur ce point géopolitique qui est évidemment très important. Mais d'abord, je me tourne vers vous, Philomène Remy. Vous étiez, on le disait, il y a quelques semaines à côté de Kharkiv. Alors Kharkiv, c'est au nord-est du pays, c'est ça ? Exactement, c'est la deuxième plus grande ville du pays. Et la particularité de cette ville, c'est qu'elle se trouve à un peu plus de 30 km du front. En fait, c'est la grande ville d'Ukraine qui se trouve la plus proche du front. Et donc, elle subit quasi quotidiennement des attaques de l'armée russe. Et vous étiez aux côtés des soldats ukrainiens au front. Est-ce que vous pouvez nous raconter ? Oui, exactement. On s'est rendu aux côtés de la 42e brigade d'artillerie, donc au front. Dans des tranchées ? Dans des tranchées. Et ce qui était très important pour nous, c'était de passer du temps avec ces soldats, de comprendre dans quel état d'esprit ils se trouvaient actuellement. Parce que souvent, c'est très compliqué d'avoir des embeds, ce qu'on appelle des embeds, donc avec l'armée, c'est-à-dire qu'on est emmené par l'armée sur le front, on a besoin d'autorisation. Et souvent, c'est pour quelques heures. Et moi, là, j'avais dit, ça doit être au moins 24 heures. Donc, nous avons eu un petit peu moins de 24 heures. Mais de comprendre, en fait, quand on vit sous terre, qu'on ne sait plus quel jour on est, quelle heure il est, au bout... Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que comme il y a un manque d'hommes, en fait, ces hommes... Pour beaucoup, ils n'ont pas eu de permission depuis presque 1 an. Donc, dans quel état d'usure psychologique se trouvent ces hommes ? Et on a aussi suivi un autre soldat qui, lui, était en permission, une de ces rares permissions, dans la ville de Kharkiv, pour comprendre aussi comment était le ressenti lorsqu'on n'était pas sur le front, mais aussi pour comprendre comment était l'état d'esprit à l'arrière. Et ce qui m'a frappée, parce que c'était pas la première fois que je me rendais dans la ville de Kharkiv depuis le début de cette invasion à grande échelle de la Russie, c'est que désormais, on voit quasiment plus d'hommes dans certains quartiers. Quand on regarde les fenêtres des bus et des trams, il y a que des femmes. Et en fait, ce soldat en permission, Mikhailo, il m'a répondu de manière très simple. Il m'a dit, soit ils sont au combat, soit ils sont morts, soit ils se cachent, parce qu'il y a aussi un vrai climat de terreur dans cette ville. Il y a des brigades de mobilisation à chaque coin de rue. Oui, justement, j'aimerais qu'on écoute une archive à ce sujet qui date de septembre 2023. Une équipe de France 2 était en reportage à la frontière avec la Roumanie, où des hommes tentent de quitter le pays. Écoutez. Nous avons rencontré l'un de ces hommes cherchant à fuir. Il est médecin, il a 30 ans. Il explique qu'au début de la guerre, il était prêt à aller sur le front. Mais 1 an et demi après, il veut à tout prix y échapper. J'ai changé d'avis en observant le système. Je ne veux pas faire partie de ces pauvres hommes qui perdent leurs bras ou leurs jambes dans les tranchées. Ils vont recevoir des indemnités ridicules après beaucoup de tracas administratifs. Ils sont nombreux, Philomène Remy, ces déserteurs ? Alors, on n'a pas... en tout cas, c'est difficile d'avoir des chiffres officiels, mais on sent bien que c'est quelque chose qui devient de plus en plus... Un sentiment qui est de plus en plus partagé. Il faut, en fait, quand on se rend sur le front et sur les tranchées, il faut comprendre la dureté de leur vie à ces hommes. Ils sont dans le froid, ils sont dans la boue. Et d'ailleurs, le soldat qu'on suivait m'a dit, en fait, à part les drones, quelle est réellement la différence avec la Première ou la Seconde Guerre mondiale ? On vit comme des poilus. Donc, évidemment, au départ, en fait... Vraiment, au début de ce conflit, il faut quand même souligner qu'il y a eu une unité nationale, une résistance acharnée de ce peuple ukrainien auquel on ne s'attendait pas. Beaucoup de gens avaient prédit que finalement la guerre irait assez vite face à l'armée russe. Ça n'a pas été le cas. Mais au fil des mois, au fil des années, maintenant, ils ont bien compris que la guerre était dure, qu'il y avait beaucoup d'amputés, que cette guerre, elle est... En fait, on n'a pas connu de guerre aussi violente, en tout cas sur le continent européen, depuis très longtemps. Et donc, il faut bien garder cela en tête, les conditions de combat de ces hommes sur la ligne de front. Et d'ailleurs, quand on parle du bilan humain de cette guerre, donc on l'a entendu dans le récit documentaire, le nombre de morts, c'est le secret le mieux gardé. On a des nouvelles estimations aujourd'hui, Jean-Vincent Hollande ? Il y a plusieurs enquêtes. Celle dont on a beaucoup entendu parler, c'est celle du Wall Street Journal, avec en gros 1 million de victimes morts et blessées des deux côtés, en tout. Des deux camps. En s'agissant du nombre de morts, plusieurs dizaines de milliers de morts côté ukrainien, 80 000 évoqués dans l'enquête de Wall Street Journal, et puis 200 000 côté russe. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a sans doute plus de victimes côté russe, de morts côté russe, compte tenu de la stratégie qui est adoptée par les Russes, c'est-à-dire
l'offensive à outrance, pour reprendre les termes de la Première Guerre mondiale. Ça, c'est d'ailleurs très frappant. C'est-à-dire que c'est vraiment un des enseignements du conflit sur le plan stratégique, de mon point de vue. C'est-à-dire que et qui rappelle la Première Guerre mondiale. Je rappelle qu'au moment où on est entré dans la Première Guerre mondiale, le sentiment était que la guerre serait courte et que c'était une guerre limitée, en quelque sorte. Et il y a eu le même sentiment sur la guerre en Ukraine. D'abord que les Russes emporteraient le conflit en 3 jours parce que les Ukrainiens ne seraient pas capables de résister. Souvenons-nous des experts militaires qui exposaient le fait que les Ukrainiens ne résisteraient pas. Il faut quand même se souvenir que la guerre n'a pas commencé en 2022, mais au moins en 2014, oui. Avec l'annexion de la Crimée. Et donc les Ukrainiens étaient entraînés. Mais en tout cas, on pensait que les Russes, compte tenu de leur puissance, l'emporteraient rapidement. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ensuite, on a estimé que les Ukrainiens gagneraient cette guerre, puisque les Russes ne l'avaient pas gagnée. Et en fait, la réalité, c'est que, comme souvent dans les guerres, c'est que ça dure. On est dans des situations extrêmement complexes, avec une difficulté de déterminer un vainqueur de façon nette, et qui rend la chose assez tragique. C'est-à-dire que d'un côté, les Ukrainiens n'ont pas perdu la guerre, mais ils ne sont pas en mesure de l'emporter. Et de l'autre, les Russes ont plutôt l'ascendant en termes de conquête territoriale, mais c'est très lent. Mais pour autant, est-ce qu'on peut parler d'une victoire ? Donc ça, c'est vraiment un élément important qui rappelle qu'en matière de guerre, il y a des changements. Il y a les drones, bien sûr, il y a les nouvelles technologies, il y a tout un tas de choses. Mais qu'en définitive, on retrouve des choses extrêmement anciennes de la Première Guerre mondiale, voire d'avant. Je reviens sur la situation actuelle pour qu'on soit bien clair. J'ai entendu Jean-Vincent Hollindre, la Russie a l'ascendant en ce moment. Non, mais c'est-à-dire que si on regarde la situation territoriale, il y a quand même une part significative du territoire ukrainien qui est sous occupation russe. Enfin, à un moment donné, c'est quand même une réalité tactique, stratégique, qui d'ailleurs a conduit les acteurs politiques, le président Zelensky, à adopter un discours sans doute un peu différent depuis, en gros, septembre 2024, c'est-à-dire... de plus en plus est évoquée justement la nécessité de sortir de cette guerre, d'aller vers la paix. Enfin, les termes peuvent diverger selon les situations. Mais en tout cas, un discours assez différent de celui qui pouvait être tenu dans les premières semaines, dans les premiers mois du conflit, qui consistait à dire qu'il n'y avait rien à négocier, que c'était une victoire totale ou la mort. En fait, on voit bien qu'à travers les sorties de Donald Trump ou à travers ce que disent les uns et les autres, on est plutôt dans une logique où il va bien falloir trouver un moyen de négocier et que la situation de la part des Ukrainiens consistant à dire que non seulement ils lâcheraient pas le Donbass, mais ils lâcheront pas non plus la Crimée, et sans doute une position qui devient de plus en plus difficile à tenir au plan politique. Philomène Rémy, vous, les Ukrainiens que vous avez rencontrés sur le terrain, ils seraient prêts à faire des concessions, à accepter des négociations pour céder des territoires ? Alors, on leur a posé la question, et ce, juste avant l'investiture de Trump. Ils nous ont dit qu'en fait, Trump, il représentait aujourd'hui leur seul espoir de régler cette guerre, et qu'en fait, ça pouvait paraître surprenant parce que Trump avait aussi promis avant son élection peut-être de compromettre l'aide militaire. Et en fait, ils nous ont dit, mais comment voulez-vous qu'on tienne dans ces conditions si on n'a pas d'espoir ? En revanche, si pour arriver à cette paix, il faut abandonner les territoires actuels occupés par la Russie, donc les territoires pour lesquels nos frères d'âmes sont morts, pour lesquels on les a vus tomber, ils nous ont dit, eh bien là, dans ce cas-là, comme on est épuisé, ok, on poserait les armes. En revanche, dans 3 ans, on les reprendrait parce qu'en fait, il y a ce désir de vengeance en eux maintenant qui est beaucoup trop ancré après 3 années de violence, en fait. Mais on voit qu'en revanche, il y a une certaine scission au fil des années entre le front et le reste de la population, l'arrière, donc les gens qui sont restés dans les villes. Et eux disent de plus en plus qu'il va falloir que cette guerre cesse, tout simplement parce que sinon, il n'y aura plus d'hommes dans leur pays. Donc ça, c'est quelque chose aussi. Il y a vraiment une guerre d'épuisement psychologique à l'arrière. Si on reprend un petit peu les scénarios possibles sur la table actuellement, est-ce qu'il y a des perspectives à court terme pour régler ce conflit, Jean-Vincent Hollindre ? Il y a plusieurs scénarios possibles. D'abord, il faut voir ce que ça donne sur le plan militaire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas exclure un scénario d'effondrement de la ligne de défense ukrainienne, par exemple. C'est-à-dire que ça fait depuis le début du conflit qu'ils ont alerté sur la nécessité d'obtenir des munitions, d'obtenir des hommes, d'obtenir... Donc, à un moment donné, il n'est pas impossible que ce scénario arrive. Et dans ce cas-là, évidemment, ce sera un scénario favorable à la Russie, mais où, évidemment... la Russie pourra difficilement aller jusqu'au bout dans des revendications. Il faudra forcément négocier comme dans toute situation. Il y a aussi l'idée d'un partage de l'Ukraine, type RFA, RDA, c'est-à-dire un pays divisé en 2, où la partie occidentale bénéficierait, et je crois que c'est ça qui est demandé aussi par les Ukrainiens, de garanties de sécurité. En fait, le conflit en Ukraine a exacerbé le sentiment national.
Et donc, le but de Poutine, c'était de montrer que l'Ukraine, c'était rien du point de vue de la nation ukrainienne. Et en fait, paradoxalement, ça a eu l'effet inverse que l'effet recherché, puisque, en tout cas, dans les 2 premières années du conflit, au moins, ça a joué un rôle d'unité. Et donc, s'il y a ce partage d'une nation divisée en 2, comme on l'a observé avec la réunification allemande, ce sentiment national va continuer à exister. Et puis, il y a un scénario qui serait défavorable à la Russie, où là, d'une certaine façon, l'Ukraine, par la voie militaire ou par la voie politique, récupérer certains territoires, par exemple. C'est pas forcément le scénario le plus plausible, mais en fait, on aurait l'élément inverse. C'est-à-dire que dans l'hypothèse où Poutine, pour une raison ou pour une autre, accepterait un deal, si j'ose dire, qui lui est pas favorable, de toute façon, ça créerait un désir de vengeance de l'autre côté. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que ces situations de guerre-là sont amenées à durer. En fait, cette guerre a commencé bien avant le février 2022 et elle continuera sans doute bien après des accords dont on ne sait pas s'ils seront appliqués correctement. Et on le voit sur d'autres théâtres d'opération, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de singularité de l'Ukraine à cet égard. On le voit avec le conflit israélo-palestinien, on le voit avec beaucoup d'autres conflits. C'est-à-dire, au plan stratégique, le fait de déterminer une victoire, c'est devenu extrêmement compliqué aujourd'hui, aussi bien sur le plan militaire que sur le plan plus diplomatique et politique. Parlons maintenant de Donald Trump. Le président américain promettait de stopper la guerre en 24 heures. Bon, évidemment, promesse non tenue. Philomène Remy, ces soldats ukrainiens que vous avez rencontrés, ils y croyaient, peut-être qu'ils y croient encore et toujours en Donald Trump. On les entend dans votre reportage. On met tous nos espoirs dans Donald Trump. On a l'impression que Trump, c'est le seul qui peut stopper cette guerre. Pourquoi tous ces espoirs en Donald Trump ? Parce qu'il ne leur reste plus que ça. Ce qu'ils m'ont dit, en tout cas, c'est qu'ils estimaient qu'ils avaient été très déçus, en fait, par l'Europe. Et même s'ils sont sous terre, ces hommes, ils continuent de suivre l'actualité, parce qu'ils ont leur satellite Starlink. Donc, ils suivent avec attention, quand même, l'actualité, ces hommes. Et ce qu'ils me disent, c'est que, selon eux, c'est le seul qui a l'écoute de Poutine, que les Européens ont été trop mous dans leur gestion d'accompagnement de l'Ukraine. Et comme je le disais, ils ont besoin de croire en quelque chose. Donc en ce moment, c'est leur espoir. Ils ont raison, Jean-Vincent Hollande, de croire en Donald Trump. Est-ce que le président américain peut faire bouger les lignes ? C'est difficile à dire, dans le sens où la réalité, c'est pas tant l'arrivée de Trump qui va être un game changer. C'est le fait que depuis le début du conflit, l'essentiel de l'aide militaire et plus généralement de l'aide est fourni par les Américains beaucoup plus que par les Européens. Tout simplement parce que les Européens ne sont pas capables, qui se sont désarmés et que même s'ils font des efforts qui sont significatifs, y compris à l'échelle de l'Union européenne, aujourd'hui, la garantie de sécurité européenne, elle est plus que jamais offerte par les Américains. Donc quand Trump nous explique qu'il va faire la paix en 24 heures, qu'il va faire ceci ou cela, qu'il va annexer tel pays... D'ailleurs, il est passé à 100 jours maintenant. Voilà. Bon, prudent. Il y a une part effectivement de déclaratoire, ou peut-être aussi à des fins de politique intérieure, parce qu'il a toute cette espèce de soutien de son mouvement Make America Great Again, qui sont des gens qui, en fait, pour le dire de façon un peu familière, se fichent un peu de l'Ukraine. Donc en fait, si les Ukrainiens, d'une certaine manière, défendent Donald Trump, c'est non seulement parce qu'il y a un soutien vis-à-vis des États-Unis, et que l'intérêt de Trump, c'est de régler ce problème pour contenter cet électorat qu'il a porté au pouvoir. Donc il y a un peu des alliances objectives qui se font, qui ne s'expliquent pas nécessairement par une convergence idéologique, mais qui s'expliquent par le fait que Trump va être reconnu comme un grand président, entre guillemets, s'il arrive à obtenir des résultats et des deals. Voilà, on est dans une diplomatie du deal. Petite précision, Donald Trump cherche à obtenir des deals, pour qu'on comprenne bien. Je crois que le 3 février dernier, il a dit je maintiens l'aide militaire à l'Ukraine si on a une signature pour pouvoir exploiter des terres où se trouvent des métaux rares, des terres rares en Ukraine. C'est ça le deal. C'est l'idée qu'il faut toujours en tirer quelque chose. C'est-à-dire que c'est à la fois cette logique très business. Ça a aussi une signification pour son électorat en disant l'Ukraine, elle doit bien nous servir à quelque chose. Il y a vraiment, c'est une logique extrêmement rustique en fait. C'est-à-dire qui consiste à dire que on se fiche un peu des idées, des régimes avec qui on deal, etc. Peu importe, ce qui compte, c'est que les États-Unis en tirent un avantage. Oui, et je voulais aussi apporter qu'au-delà des soldats, il y a aussi la population qui dit justement avec Trump, comme vous venez de le dire, peut-être qu'il va se passer quelque chose de nouveau. Parce que la population ukrainienne, elle aussi, elle regarde les informations et elle a le sentiment en ce moment d'être un peu oubliée, abandonnée par l'Europe. Une guerre en chasse une autre. Il y a eu le conflit israélo-palestinien.
Et en fait, il y a ce sentiment, il y a eu cette phrase très forte d'une veuve que j'ai rencontrée donc, dans la ville de Kharkiv. Son mari était mort au combat il y a quelques mois. Et elle me dit, mais est-ce que l'Europe se rend compte qu'en fait, nous, on est en train de se battre pour eux et que si jamais on tombe, après ce sera le tour de la Pologne, l'Allemagne et la France. Et dans la tête des Ukrainiens, pour le moment, ils sont en train de se sacrifier pour nous, en fait. Et donc, nous, ils trouvent qu'on n'est pas assez reconnaissants envers ce qu'ils font. Et donc, effectivement, ils croient à une sorte de renouveau avec l'arrivée de Donald Trump. Effectivement, les Ukrainiens ont raison de dire qu'ils ne se battent pas simplement pour eux, pour leur souveraineté, mais que ça reflète un combat plus général qui est celui du régime politique, en fait. Il faut quand même se souvenir que l'Ukraine n'est sans doute pas une nation exemplaire, qu'il y a sans doute des choses qui ne vont pas, mais en attendant, ils se défendent par les armes pour leur liberté politique. Ça a quand même une signification, il me semble, dans l'histoire de l'Europe et dans l'histoire des nations libres, alors qu'on est face à un régime, celui de la Russie, qui est une dictature et qui, à un moment donné, fait la guerre comme une dictature, c'est-à-dire en muselant l'opinion publique, en obligeant les soldats à les combattre, etc. C'est pour ça que notre parole, et surtout le décalage entre la parole et les actes, notre passivité, notre incapacité à trouver des accords au niveau européen, je dirais, est grave. Voilà, et c'est une faute, j'emploie des mots forts, mais je le pense comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est temps de se réveiller. On fait de grands discours parce que nos vies quotidiennes ne sont pas modifiées. Et c'est comme s'il faut attendre, comme au moment de la Première Guerre mondiale, que nos vies soient modifiées pour qu'on se réveille enfin. Alors, si on résume les scénarios possibles pour l'Ukraine et l'avenir du conflit dans les prochains mois, Jean-Vincent Olindre? D'abord, il ne faut pas exclure une victoire d'un des camps. Une victoire au sens de prendre l'ascendant, non pas une victoire, disons, décisive, parce qu'il n'y a pas de bataille décisive, et il n'y en aura sans doute pas. Mais il ne faut pas exclure cette hypothèse. C'est d'ailleurs ce qui a été souvent présent dans la chronique stratégique et militaire du conflit, c'est-à-dire qui va l'emporter. À chaque fois, on annonçait une victoire d'un des camps, etc. Et on se rend compte qu'en fait, cette situation est moins plausible qu'elle ne pouvait l'être au début du conflit, et que justement, plus la guerre dure, plus finalement un bilan en demi-teinte risque de s'imposer. Donc la victoire d'un des camps est peut-être moins probable qu'elle ne pouvait l'être au début. Et donc le scénario, il me semble, le plus probable, c'est celui que j'ai pu évoquer tout à l'heure, c'est-à-dire c'est celui de la partition. Mais une partition qui ne réglera pas le problème, de même que la partition de la RDA et de la RFA n'a pas été gravée dans le marbre. C'est-à-dire une situation qui, à un moment donné, va nourrir le ressentiment, va nourrir des passions tristes, et peut, à un moment donné, quand chacun se sera refait, soit les Russes, soit les Ukrainiens, comme ça a été évoqué tout à l'heure, eh bien relancer la guerre. Et donc, voilà, juste pour terminer, pour dire que le scénario le plus probable, c'est celui finalement d'un statu quo. Ce qui est certain, c'est que le statu quo ne sera pas une paix au sens politique du terme, mais plutôt une pause, compte tenu du fait que de part et d'autre, il manque des hommes, l'énergie n'est plus au rendez-vous, et pour cause, il y a une fatigue immense de la guerre de chaque côté. Après, on ne peut pas écarter non plus la possibilité qu'en réalité, le conflit soit toujours quasiment au même stade, avec une ligne de front qui, je le rappelle, s'allonge sur près de 1000 km, avec quelques avancées d'un côté, quelques avancées de l'autre, et une population et des soldats de plus en plus épuisés. Et malheureusement, il ne faut pas l'écarter non plus. Oui, c'est ce que vous avez ressenti sur le terrain, cet épuisement, cette fatigue des soldats ukrainiens et puis du peuple ukrainien, on l'a entendu dans toutes ces archives de l'INA. On suivra bien sûr de très près, en tout cas, l'évolution de ce conflit. Merci beaucoup, Jean-Vincent Olindre, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes politologue, directeur du centre Thucydide, le centre spécialisé en relations internationales ici à l'université Panthéon-Assas. Et merci à vous, Philomène Remy, grand reporter pour l'émission Société sur France 5. Vous prévoyez de retourner en Ukraine prochainement ? J'espère y retourner prochainement, en tout cas dans les mois qui viennent. Merci beaucoup pour votre présence. C'était Le Temps de l'Actu, un podcast de l'INA et de l'université Panthéon-Assas. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, mettre des étoiles, des commentaires et à en parler autour de vous. Et moi, je vous dis salut et à très vite.